Je vis à Lyon comme on vit dans un tableau ancien, avec respect, avec lenteur, avec cette prudence qu'on prend quand on sait que tout peut s'écailler. À 53 ans, j'ai appris à aimer les silences, pas ceux qui punissent, ceux qui protègent. Dans mon appartement, le matin ne fait pas de bruit. Il arrive en nappe pâle sur les moulures, il glisse sur les parquets, il s'attarde sur les cadres comme une main polie par le temps. Je suis restauratrice de tableaux. Mon métier consiste à approcher les blessures sans les agrandir, à rendre visible ce qui s'efface, sans trahir l'œuvre. C'est peut-être pour cela que je supporte mal les regards trop insistants et que, depuis des mois, je me surprends à parler à voix basse, même quand je suis seule. Mon appartement est au 3e étage d'un immeuble ancien, près des quais. On y entend les pas des voisins, l'ascenseur fatigué, parfois un rire étouffé derrière une cloison, et plus bas, la ville qui coule. Lyon a cette façon de vous tenir. Elle n'est pas tendre, elle est fidèle. J'y ai vécu avec mon mari. Après sa mort, j'y suis resté comme on reste près d'une tombe sans la visiter, par loyauté, par habitude, par peur de déplacer une douleur qui a fini par se ranger dans les coins. Margot est revenue un mardi sans importance justement. Elle a sonné comme quand elle était enfant, 3 coups rapides, puis un silence impatient, puis encore un coup. J'ai ouvert et j'ai vu une valise, un grand sac, et son sourire trop large, trop lumineux, comme une enseigne. « Maman, j'ai besoin de toi. » Elle a 24 ans. Elle a cette beauté nerveuse de ceux qui vivent devant des écrans, des yeux qui cherchent la meilleure lumière, une peau parfaite, une énergie qui donne l'impression que le monde doit se régler sur son rythme. Elle m'a embrassé vite, déjà en train de parler, de se justifier, de se raconter. Elle a dit qu'elle voulait se rapprocher. Elle a dit qu'elle était épuisée. Elle a dit qu'elle avait trop donné. Elle a prononcé ces mots modernes qui sonnent comme des diagnostics. Burn-out, toxicité, reset. Et moi, j'ai entendu autre chose dessous. L'échec, la peur, la fuite. Je n'ai pas posé de questions. Les mères savent ou feignent de savoir pour ne pas avoir à juger. Je lui ai préparé du café. Je l'ai regardée traverser le salon comme si elle le découvrait, alors qu'elle y avait grandi. Elle a touché la tranche d'un livre, a souri à un tableau, a levé les yeux vers une étagère. On est bien ici, c'est apaisant. Apaisant. Le mot m'a serré la gorge, parce que je l'avais construit cet apaisement, à coups de routine, de solitude, d'objets remis à leur place, à coups de « je vais bien » répété à moi-même, jusqu'à ce que ce soit presque vrai. Le premier soir, nous avons dîné simplement. Elle a posé son téléphone face à elle, l'écran allumé, comme une bougie froide. Je lui ai demandé doucement si elle pouvait le ranger. « Pardon, c'est un réflexe », répondit-elle en riant. Elle riait souvent, un rire rapide, un rire qui coupe court aux émotions trop lourdes. Elle m'a parlé de contenu, de partenariat, de communauté. Je ne comprenais pas tout, mais j'écoutais. Quand une fille revient chez sa mère, on écoute, même si les mots semblent étrangers. Les jours suivants, Margot s'est installée avec une efficacité qui m'a troublé. Elle a déplacé une plante pour qu'elle prenne mieux la lumière. Elle a proposé de désencombrer l'entrée. Elle a repositionné une lampe. Elle a insisté pour que certains objets restent exactement là, sur le buffet, près de la bibliothèque, face au canapé. Tu verras, ça rend l'espace plus harmonieux. Harmonieux, encore un mot qui ressemble à une promesse. Je me suis surprise à la regarder quand elle ne me regardait pas. Ses gestes avaient une précision presque professionnelle, comme si elle suivait un plan invisible. Et parfois, très rarement, elle fixait un point de la pièce avec une concentration qui n'était pas celle d'une fille qui admire la maison de sa mère. C'était la concentration de quelqu'un qui vérifie, qui contrôle, qui s'assure que tout est en place. Un soir, en rangeant une assiette, j'ai vu une petite trace sombre près de la grille de ventilation du couloir. Rien, une ombre, un trou qui n'était pas un. J'ai passé le doigt dessus. La poussière est restée sur ma peau, fine comme de l'astre. « Tu as vu ça ?» ai-je demandé.
Margot a tourné la tête, a plissé les yeux, puis a souri. Oh, maman, c'est vieux. Les immeubles comme ça ont des bizarreries. Tu t'inquiètes pour rien. Tu t'inquiètes pour rien. Cette phrase, je l'ai entendue toute ma vie, quand je pressentais un danger qui ne se voyait pas encore. On l'a dit aux femmes pour les calmer, et parfois pour les faire taire. La nuit, je me suis revenu plusieurs fois. Je ne sais pas pourquoi. Aucun bruit, rien. Juste une sensation, comme si l'air était un peu trop immobile, comme si les murs retenaient leur souffle. Et le matin, en entrant dans le salon, j'ai eu cette impression bizarre, que la pièce avait été regardée pendant mon sommeil, que quelque chose, quelque part, avait pris note de la place des choses. Alors j'ai remis un cadre droit, j'ai replacé un livre, j'ai aligné une chaise. Et j'ai senti au creux de la poitrine une petite honte absurde, celle de vouloir être présentable pour personne. Ou peut-être pas pour personne. Le lendemain, Margot s'est levée avant moi. Quand je suis entré dans la cuisine, elle avait déjà ouvert les volets, fait couler de l'eau, aligné 2 tasses, comme si nous avions un rituel de jeune couple, et non une mère et sa fille revenues trop vite. « Regarde, maman, j'ai pensé à toi. » Elle a posé sur la table un miroir ovale, élégant, dans un cadre doré trop neuf pour mon goût, le genre d'objet qui veut s'imposer, et qui, même immobile, vous force à vous voir. Tu te plaignais que la lumière te fatigue quand tu travailles, celui-là est parfait. Et puis, ça te fera du bien de te regarder un peu. Te regarder. Elle a dit ça comme on dirait respirer, avec évidence. J'ai souri par politesse, mais quelque chose en moi s'est refermé. Je me regarde déjà, chaque jour, dans les craquelures des visages peints. Je sais ce que le temps fait aux femmes. Je n'ai pas besoin d'un miroir qui me le répète. Elle a insisté pour le mettre à un endroit précis, sur la console de l'entrée, légèrement de biais, face au salon. Là, oui, exactement là. Ses doigts ont ajusté l'angle avec une minutie qui m'a rappelé mon propre geste quand je redresse un châssis. Je l'ai observé, et un instant, j'ai eu la sensation qu'elle installait moins un cadeau qu'un dispositif, sans que je puisse expliquer pourquoi ce mot « dispositif » me traversait. L'après-midi, elle m'a offert une enceinte connectée, une petite colonne noire, lisse, qui ressemblait à une pierre tombée du futur. Comme ça, tu n'auras plus besoin de chercher ton téléphone quand tu as les mains pleines de solvant. Tu dis juste « mets du sopin, appelle Margot, rappelle à maman qu'elle est belle ». Elle a ri, moi aussi, un rire plus court, un rire de défense. « Tu sais bien que je n'aime pas trop ces choses-là », ai-je murmuré. « Mais si, c'est simple, et puis ça met de la vie. Ici c'est tellement silencieux. » Je n'ai pas répondu, parce que le silence chez moi n'est pas un vide, c'est une peau. On ne la déchire pas sans saigner ce qu'elle recouvre. Les jours ont commencé à se ressembler, mais avec une tension neuve, comme une corde qu'on tend au millimètre. Margot voulait améliorer tout. Ma façon de m'habiller d'abord. « Maman, tu as un corps, tu as le droit de le montrer un peu. Tu es encore jeune. » Encore jeune, le compliment avait la forme d'un ordre. Elle m'a sorti une robe que je n'avais pas portée depuis des années, une robe trop proche de la peau, trop rouge pour ma vie actuelle. Mais là, juste pour voir, j'ai obéi. C'est là le secret des mères. On obéit parfois, parce qu'on confond l'amour et l'effacement. Elle m'a regardé de haut en bas, a plissé les lèvres. Tu vois, ça change tout, ça te rend vivante, vivante, comme si je ne l'étais pas avant, comme si mon existence ne comptait qu'en condition d'être visible. Puis elle a voulu que je parle, pas seulement avec elle, mais de moi, de mon mari, de l'absence. Elle posait ces questions comme on pose des aiguilles sur une peau. Comment c'était quand il est mort? Tu as pleuré? Tu as crié? Tu as eu peur de vieillir toute seule? Je sentais mes mains devenir froides. Je répondais par fragments, par prudence. Margot, ce sont des choses intimes. Elle a levé le ciel avec une douceur jouée. Mais, maman, on n'est que toutes les deux.
toutes les deux. Pourtant, parfois, j'avais la sensation étrange d'être 3 ou 4, comme si un tiers invisible prenait place dans la pièce, silencieux, patient. Un soir, je me suis surprise à chuchoter au téléphone avec une collègue, et en recrochant, j'ai senti mon cœur battre trop vite. Pourquoi chuchoter chez moi? Pourquoi cette pudeur soudaine, cette prudence, comme si chaque mot pouvait se retourner contre moi? Je me suis approché de la bibliothèque. Entre 2 livres, un espace était plus net, comme si on avait souvent retiré un objet. J'ai passé la main. Rien. Mais l'air semblait plus frais là, plus sec. Et au bout du couloir, la grille d'aération, cette petite ombre de poussière, semblait m'observer. Je me suis dit que je devenais paranoïaque, que le deuil rend superstitieux, que l'âge donne des peurs ridicules. Et pourtant, quand Margot est entrée derrière moi sans bruit, j'ai sursauté. « Oh, maman, tu es tellement nerveuse !» a-t-elle soufflé en m'embrassant la tempe. Son parfum était sucré, trop présent. « Il faut que tu apprennes à te détendre. » Elle a regardé la pièce, rapidement, comme on vérifie un cadrage. Puis elle a souri, satisfaite, et a ajouté « Ce soir, je veux te faire quelque chose de beau. Fais-moi confiance. » Le lendemain, je me suis réfugié dans mon atelier, comme on se réfugie dans une église quand la maison devient étrange. Ma table de travail était intacte, gants en coton, solvants alignés, pinceaux rangés par taille, et cette odeur rassurante de bois, de vernis, de papier ancien. Là, au moins, je savais où poser les mains. Là, au moins, les choses obéissaient à la patience. Le tableau du moment était un petit portrait du XIXe siècle, acheté par un collectionneur discret. Une femme au cou long, les yeux presque effacés par le temps, un fond brun qui avait viré au vert sale. Je devais vérifier les repeints, les ajouts, les mensonges de restauration, avant de toucher à quoi que ce soit. J'ai éteint la lumière principale, j'ai allumé la lampe à ultraviolet, ce halo violet qui rend les impostures visibles. Sous l'UV, la peinture parle, elle avoue. Les vernis anciens fluorescent, les retouches deviennent des cicatrices. Et c'est là que j'ai vu une autre lumière. Pas sur le tableau, derrière lui. Une lueur minuscule, presque rose, presque tendre, mais trop régulière pour être un reflet, comme un point fixe, obstiné, qui n'avait rien à faire là. Mon cœur a eu un mouvement sec, comme un livre qu'on claque. J'ai penché la tête, j'ai déplacé légèrement le cadre. La lueur a persisté exactement au même endroit, une pulsation douce, silencieuse. J'ai senti mes doigts trembler dans les gants. Non, ce n'est pas possible. J'ai décroché le tableau du mur. Tout était normal à première vue, le mur blanc, une ancienne fissure rebouchée, une prise électrique à 2 mètres. Rien. Et pourtant, dans l'ombre laissée par le cadre, au niveau du coin supérieur, il y avait un minuscule point noir, à peine plus gros qu'une tête d'épingle. Un trou, ou plutôt une chose posée dans le trou. J'ai pris ma loupe, la peau de mon cou s'est tendue. Un petit dôme, lisse, discret, parfaitement intégré. Et juste à côté, une LED infrarouge invisible à l'œil nu, mais que l'UV trahissait comme une luciole. J'ai eu envie de m'asseoir. Mes jambes ont refusé de plier, comme si mon corps voulait rester debout pour ne pas céder au vertige. J'ai reculé d'un pas, puis d'un autre. J'ai regardé les murs, soudain trop plats, trop silencieux, trop sûrs d'eux. Je me suis rappelé les objets à placer exactement là. Le miroir, l'enceinte, les angles. Je me suis rappelé les regards rapides de Margot, ses gestes de réglage, ce mot harmonieux. Harmonieux ou cadré. J'ai attrapé mon vieux téléphone, celui qui n'a rien d'intelligent. J'ai allumé l'appareil photo et j'ai pointé vers le mur. En mode caméra, parfois l'infrarouge apparaît comme des points blancs ou violets. J'ai balayé lentement. 1 point, puis 2, puis 3. L'un près de la bibliothèque, un autre dans la grille d'aération du couloir, un autre encore dans un objet décoratif posé sur l'étagère, si banal que je ne l'avais jamais vraiment regardé. Ma gorge s'est serrée au point de brûler.
J'ai marché dans l'appartement comme dans un lieu devenu soudain public. Chaque pièce, chaque recoin avait peut-être un œil. Et je me suis entendu penser, avec une clarté glacée, « On me regarde depuis des jours ». Je voulais appeler Margot, hurler, casser ces choses, mais mes mains restaient sages, comme si mon corps me disait « Pas maintenant, pas sans comprendre ». J'ai ouvert mon ordinateur, mes doigts maladroits ont tapé son nom sur un moteur de recherche. Je ne suivais pas vraiment ses activités. Je savais seulement qu'elle créait du contenu. Je croyais que c'était des vidéos de maquillage, des voyages, des conseils, des choses superficielles. Son profil est apparu, puis ses liens, puis une chaîne. Et là, j'ai vu un titre en anglais écrit en lettres blanches sur une miniature où mon salon apparaissait. Mon salon, mon canapé, mon miroir, et au centre, moi. Mon image figée, prise à mon insu, une femme surprise en train d'exister. Le nom de la chaîne m'a frappé comme une gifle. The Real Beatrice. J'ai cliqué. Une vidéo s'est lancée. J'ai entendu ma voix, ma vraie voix, redécoupée, montée. J'ai vu mes gestes du quotidien transformés en scène. J'ai vu des commentaires défiler, des rires, des emojis, des phrases qui jugent sans connaître. J'ai porté la main à ma bouche, mais aucun son n'est sorti. Le pire n'était pas d'être regardé, le pire c'était de comprendre que depuis le début, les murs ne se taisaient pas. Ils racontaient ma vie à ma place. Je n'ai pas dormi, ou plutôt j'ai dormi par petites noyades. Dès que je fermais les yeux, je revoyais mon salon sur l'écran, mon propre visage pris comme un trophée, et cette marée de commentaires qui me traversait sans me toucher, comme si j'étais déjà un fantôme. Au matin, Margot a chantonné dans la cuisine. Elle portait un peignoir léger, les cheveux attachés en un chignon négligé qui semblait étudier. Elle a posé 2 tartines, a lancé un « Bonjour ma belle » d'un ton trop joyeux, et moi, je la regardais comme on regarde un inconnu qui a votre clé. « Tu as bien dormi ?» a-t-elle demandé. Je l'ai fixé, longtemps. Le silence s'est épaissi, et j'ai senti très nettement l'espace autour de nous. L'angle du miroir, la grille d'aération, la bibliothèque, ces points fixes qui, la veille encore, n'étaient que des objets. « Margot !» et je dis enfin, « Je sais. » Ses sourcils se sont levés, feignant l'innocence. « Tu sais quoi ?» Ma voix tremblait, mais je l'ai tenue, parce que je suis de celles qui restaurent des craquelures. Je sais que tout se joue dans la finesse, pas dans l'explosion. Les caméras, la chaîne, The Real Beatrice. Tu m'as filmé, ici, chez moi, dans ma chambre. Un battement, juste un battement, et son visage a changé. Pas de honte, pas de panique, un léger agacement, comme si je venais de déplacer un objet qui devait rester exactement là. Oh maman, tu dramatises. Le mot « dramatise » m'a blessé d'une façon presque honteuse, comme si la violence n'existait que si je la nommais trop fort. C'est illégal, ai-je soufflé, c'est une intrusion. Margot a soupiré, elle s'est assise, a croisé les jambes, et j'ai vu en elle cette froideur moderne, ce pragmatisme d'algorithme, ce qui compte, ce qui marche, ce qui rapporte. C'est du contenu, et tu es incroyable, tu sais, les gens t'adorent. Tu ne te rends pas compte, tu es authentique. Authentique, le mot m'a donné la nausée. L'authenticité, ce luxe qu'on vole aux autres pour le vendre. Arrête tout, aujourd'hui, maintenant. Je pensais qu'elle allait protester, pleurer, négocier, comme une fille prise en faute. Mais elle s'est levée, tranquille, et elle est allée chercher une chemise cartonnée dans son sac. Une chemise trop bien rangée pour être improvisée. Elle a posé le dossier devant moi, a glissé un document hors de sa pochette comme on sort une arme blanche enveloppée dans du velours. « Tu as signé, maman. » Je n'ai pas touché le papier tout de suite. J'ai lu de loin, comme si les mots pouvaient contaminer l'air. Contrat de cession de droit à l'image, autorisation de captation et de diffusion, rémunération proportionnelle, durée 5 ans renouvelable. Mes yeux se sont arrêtés sur une signature en bas, ma signature, une boucle trop familière. C'est impossible. Si, tu étais fatigué, tu avais bu un peu, tu te souviens? Ce soir-là, quand tu as retrouvé les papiers de papa, tu voulais mettre de l'ordre. Je t'ai aidé. Je me suis revu, flou, un verre de vin,
une pile de documents, l'odeur du papier administratif, et Margot qui disait « Signez là, maman, c'est juste pour l'assurance, et là aussi, c'est pour simplifier. » Le piège avait la douceur d'une fille attentionnée. Je l'ai regardé. Mon souffle était court. « Tu m'as fait signer, en mélangeant… » « Des documents, oui. C'est comme ça que marche la vie, maman. On signe, on avance, on ne lit pas tout. » Elle a pris un ton presque tendre. « Et puis, tu sais, tu n'as pas grand-chose. Moi, j'ai des dettes, des gens qui attendent. Tu es ma mère, tu devais m'aider. » Ma mère, donc je devais me vendre. Voilà l'équation. Je me suis levé si brusquement que la chaise a grincé. Et dans ce grincement, j'ai entendu quelque chose de pire. La certitude que le son, lui aussi, partait quelque part, qu'il devenait une piste, une scène. « Tu n'avais pas le droit, Margot. » Elle a haussé les épaules, avec une indifférence presque adulte. « Le droit ? Le droit, maman, c'est ce qu'on peut prouver. Et moi, j'ai un papier. » Elle a tapoté le contrat du bout d'un ongle. « Tu vois, tu m'as donné ta vie. Maintenant, c'est à toi de jouer ton rôle. » Un frisson m'a traversé, froid, méthodique. Parce qu'à cet instant, j'ai compris. Ce n'était pas seulement ma fille qui me parlait, c'était une productrice. Et moi, je m'étais bien devenu son programme. Elle a appelé ça une soirée légère, comme si la légèreté pouvait s'installer chez moi après ce que je venais de découvrir. Margot a prononcé le mot « fête » avec cette insouciance qui, chez elle, ressemble toujours à une stratégie. Maman, tu as besoin de voir du monde, de rire un peu, de redevenir désirable. Désirable. Encore ce mot qui veut me résumer à un angle, à une lumière, à une réaction. Toute la journée, elle a circulé dans l'appartement avec une énergie fébrile. Elle a déplacé les bougies, changé les coussins, ouvert une bouteille de vin sans me demander. Elle a mis de la musique, pas trop forte, juste assez pour donner l'illusion d'une intimité et couvrir les silences. Elle a aussi insisté pour que je porte la robe rouge. Celle-là, oui, c'est parfait, ça raconte quelque chose. Ça raconte à qui? Au mur? À ceux qui regardent? À cet œil invisible qui désormais me semblait posé sur ma nuque comme une main moite? Je voulais refuser, je voulais crier, mais quelque chose en moi s'était figé, une prudence ancienne, la conscience que la colère ici pouvait devenir un spectacle de plus. Alors j'ai dit oui, d'une voix trop douce, et j'ai senti ma dignité se recroqueviller, comme un animal qui se cache. Vers 20h, la sonnette a retenti. 3 hommes, trop parfumés, trop bruyants, trop sûrs d'eux. Des chemises ouvertes sur des torses que l'on exhibe, des rires gras qui s'installent immédiatement dans l'air. Ils ont serré ma main comme on serre un objet, en me regardant déjà comme un sujet de conversation. « Béatrice, enchantée, Margot nous a beaucoup parlé de vous. » Le « vous » sonnait faux, il me tutoyait déjà avec les yeux. Margot virevoltait, lumineuse, parfaite. Elle distribuait des vers, des compliments, des petites phrases qui font croire qu'on est choisi alors qu'on est placé. Je me suis dit que ça te ferait du bien, maman. Tu vois, ils sont gentils et ils adorent les femmes mûres. Le mot « mûr » a éclaté dans ma tête comme une chose sale, écrite à la craie sur un mur d'école. Ils se sont assis, ils ont demandé ce que je faisais dans la vie. Quand j'ai parlé de restauration, l'un a ri. « Ah oui, tu répares les vieilles choses, c'est mignon. » Mignon, comme une activité de grand-mère, comme si je n'avais pas une main capable de sauver des visages qui ont traversé les siècles. Ils ont commencé à parler plus fort, à boire plus vite. L'un d'eux, le plus jeune, s'est rapproché de moi, beaucoup trop. « Vous avez de beaux yeux, Béatrice. On dirait que vous avez beaucoup pleuré. C'est excitant. » Je me suis raidi, mes doigts se sont crispés sur mon verre. J'ai cherché Margot du regard, comme on cherche un allié. Elle m'a répondu par un sourire, puis, sans même se cacher, elle a ajusté quelque chose sur la console, près du miroir, un geste minuscule, précis, comme un réglage. Et j'ai compris avec une clarté humiliée. Ce n'était pas une soirée, c'était une scène. Il ne venait pas pour moi, mais pour l'idée qu'elle avait vendue d'une mère gênante, touchante, drôle malgré elle. Des hommes choisis pour provoquer, pour faire dérailler, pour obtenir une réaction.
Je me suis levé. Je suis fatigué, je vais me coucher. Le silence s'est fait une seconde, puis l'un d'eux a lâché un rire. Oh, la petite dame se sauve. Margot a posé sa main sur mon bras, un geste d'apparence tendre qui était en réalité une pression. Maman, ne fais pas ta sauvage, reste, souris, c'est important. Important pour les vues. Je l'ai regardée, et dans ses yeux, je n'ai pas vu une fille inquiète, j'ai vu une réalisatrice qui attend son moment fort. Alors, malgré moi, les larmes sont montées. Pas les larmes du chagrin ancien, les larmes d'une femme dépouillée dans sa propre maison. Margot s'est penchée légèrement, comme pour me consoler, et m'a murmuré avec une douceur terrible. « Parfait, ne bouge pas, c'est magnifique, on voit bien la larme. » À cet instant, je n'ai plus eu envie de crier, j'ai eu envie de devenir silencieuse, silencieuse comme un mur qui encaisse et qui un jour rend tout. Le lendemain de cette fête, je me suis levé avec une lenteur prudente, comme si chaque mouvement pouvait déclencher quelque chose. Margot dormait encore. Son téléphone vibrait parfois sur la table, comme un insecte impatient, puis se taisait. Dans le salon, les verres n'étaient pas rangés, les traces de rouge à lèvres sur une coupe, la cendre froide d'une bougie, des miettes. Les restes d'une nuit où l'on m'avait utilisé et où l'on avait appelé cela léger. Je suis entré dans la salle de bain et j'ai verrouillé la porte. Un geste ridicule peut-être, mais j'avais besoin d'un symbole. J'ai respiré face au carrelage. J'ai regardé mon reflet dans le miroir, la robe rouge pendait comme une peau étrangère. J'ai pensé à mon métier, restaurer, réparer, sans se perdre. Et j'ai compris que cette fois, il ne s'agissait pas d'un tableau, il s'agissait de moi. J'ai pris mon vieux carnet d'adresses papier, celui que je garde par superstition et par fidélité à un monde où les choses ne disparaissent pas d'un simple clic. J'ai cherché un prénom que je n'avais pas prononcé depuis des années. Antoine. Maître Antoine Desforges, avocat au barreau de Lyon. Un homme plus âgé que moi, avec des mains fines et une façon de parler comme on taille une pierre, doucement mais sans erreur. Il avait été, avant mon mariage, une histoire brève, lumineuse, trop raisonnable pour durer. Puis la vie avait repris sa place. On s'était perdu, comme on perd un livre qu'on aimait. Je l'ai appelé depuis la rue pour être sûr. Le téléphone collé à l'oreille, j'ai marché le long des quais, au milieu des joggeurs et des chiens, comme une femme ordinaire. C'était presque comique, le drame dans la poche, la normalité autour. « Béatrice ?» a dit sa voix, après un silence étonné. J'ai eu un nœud dans la gorge. « Antoine, j'ai besoin de te voir, aujourd'hui. » Il n'a pas posé de questions au téléphone. Il a donné une adresse, un cabinet discret près de Bellecour, dans un immeuble où l'odeur du bois ciré rappelle les décisions anciennes. Quand je suis entré, il s'est levé. Il a vieilli, mais il gardait ce regard qui écoute avant de juger. Il m'a fait asseoir. Il a servi un verre d'eau, pas de café, comme si le café aurait donné l'illusion d'une conversation légère. Je lui ai tout raconté. Les caméras, la chaîne, le contrat, la soirée. À mesure que je parlais, je sentais en moi une honte se dissoudre, celle qu'on met aux victimes pour qu'elles se taisent. Antoine, lui, ne bougeait presque pas. Il prenait quelques notes parfois. Son silence n'était pas un trou, c'était un appui. Quand j'ai terminé, il a laissé passer une seconde, puis il a dit calmement « Il y a plusieurs niveaux, civil et pénal. Mais si elle a un papier signé, même obtenu par tromperie, attaquer frontalement tout de suite peut te faire perdre du temps. »« Alors, je suis condamné ?» ai-je murmuré. Il a levé les yeux. « Non, tu es piégé. Ce n'est pas pareil. Un piège, ça se démonte, mais pas en tirant dessus comme une folle. » Il a posé son stylo. Pour la captation dans un lieu privé, surtout chambre et salle de bain, en France, c'est grave. Ce n'est pas un conflit familial, c'est une infraction. Et si elle diffuse, c'est pire. Je sentais mon cœur battre plus régulièrement, comme si entendre des mots précis rendait l'air respirable. « Et le GDPR ?» ai-je demandé, presque surprise de moi-même. Antoine a eu un léger sourire, sans joie. «
Le RGPD, oui. Données personnelles, consentement, finalité, on peut viser là aussi. Mais surtout, il faut des preuves solides. Les preuves, Béatrice, pas l'émotion. Il s'est penché, plus proche. Tu veux faire tomber un monstre de contenu, alors on coupe son courant, non pas en éteignant l'écran, mais en attaquant ce qui le nourrit. L'argent, ai-je soufflé. Exactement, les flux, les comptes, les déclarations, les partenariats et la traçabilité des dispositifs. J'ai senti une colère froide se transformer en quelque chose de neuf, une lucidité active. Comment je fais si je vis avec elle ? Ai-je demandé. Antoine a marqué une pause, puis il a dit très bas « Tu vas jouer, mais intelligemment. Tu vas redevenir pour elle une mère docile, une Béatrice rentable, et pendant qu'elle se croit toute puissante, tu vas documenter. Capture, date, appareil, lieu, tout. » Il a posé sa main sur le dossier comme on ferme un cercueil. Béatrice, ne la provoque pas, pas encore. Un monstre quand il se sent menacé, mord. Je me suis levé, mes jambes tremblaient, mais je tenais debout. Sur le pas de la porte, Antoine a ajouté d'une voix plus humaine « Et si tu as peur, appelle-moi, à n'importe quelle heure. » Je suis sorti dans la rue. Lyon brillait comme si rien n'avait changé. Les vitrines, les passants, les cafés. Mais en moi, quelque chose venait de s'ouvrir, une vieille porte longtemps condamnée. La porte de la riposte. Je suis rentré chez moi avec la sensation de porter un secret nouveau, mais cette fois un secret qui me protégeait. Dans l'ascenseur, j'ai lissé mes cheveux, j'ai recomposé mon visage. Je me suis forcé à retrouver cette expression douce que Margot aimait, celle d'une mère qui ne discute pas, celle qui s'excuse d'exister. En ouvrant la porte, j'ai entendu sa voix, déjà en scène. « Coucou la team, aujourd'hui journée émotion !» Elle parlait à quelqu'un, quelque part, avec cette tendresse artificielle qu'elle réservait à son public. Quand elle m'a vu, elle a interrompu net, comme on coupe un micro. Puis elle a souri trop vite. « Ah, maman, t'étais où ?» La question avait le ton de la vigilance, pas de l'inquiétude. « J'avais besoin d'air, ai-je répondu. Je suis désolée pour hier, j'ai été maladroite. » Je me suis détestée au moment où je prononçais ces mots, mais je les ai dits, parce que j'avais compris. Ce n'était plus un duel moral, c'était une opération. Margot a eu un petit soupir satisfait, comme si l'ordre du monde revenait à sa place. « Je savais que tu allais te calmer. Tu vois, quand tu fais confiance, tout est plus simple. » Elle a posé sa main sur ma joue, un geste presque tendre qui m'a donné envie de reculer. Ses ongles étaient impeccables, ses doigts légers, une caresse sans chaleur. « S'asseoir, on tourne quelque chose de beau, juste toi et moi. Moi et toi, et les murs. » J'ai hoché la tête docile. Je suis allé dans ma chambre, j'ai fermé la porte, puis j'ai immédiatement pensé « la porte ne protège plus ». Alors j'ai fait ce que je n'avais jamais fait de ma vie, j'ai commencé à observer mon propre appartement comme une ennemie l'observerait. J'ai pris mon téléphone et j'ai suivi les conseils d'Antoine, méthodiquement. Date, heure, photo. D'abord j'ai repéré l'infrarouge avec la caméra. J'ai noté les points lumineux, bibliothèque, couloir, salon. Puis j'ai cherché ce qui, à l'œil nu, semblait banal mais trop bien placé. Une petite plante artificielle, un cadre décoratif, un diffuseur de parfum, un réveil offert pour le sommeil. Des objets qui n'étaient pas à moi, des objets qui étaient entrés avec Margot. Je me suis surprise à respirer en apnée, comme si l'air pouvait réveiller l'œil. Le soir, Margot a installé une ambiance, bougies, musique douce. Elle m'a demandé de m'asseoir sur le canapé, exactement au centre, exactement dans l'axe du miroir. Là, oui, parfait, regarde-moi. Parle-moi de papa, de ton amour, de ce qui te manque. J'ai baissé les yeux et j'ai joué. J'ai dit des phrases vraies, mais pas celles qu'elle attendait. J'ai parlé de mon métier, de la patience, de la façon dont un vernis ancien peut tromper la lumière. J'ai raconté une anecdote sur un tableau qui semblait intact et qui, sous UV, révélait une restauration grossière. Margot a froncé les sourcils. « C'est intéressant,
mais il faut plus de toi, plus de larmes, plus de fragilité. » Alors j'ai donné, un peu, juste ce qu'il fallait pour qu'elle se croie gagnante. Une larme, contrôlée, un silence, calibré, une main sur ma gorge. Et pendant qu'elle croyait diriger ma douleur, j'observais ses gestes, quand elle regardait vers la bibliothèque, quand elle ajustait l'enceinte, quand elle vérifiait son téléphone à la seconde où mon visage changeait. Elle ne regardait pas sa mère, elle surveillait un tableau de bord. Plus tard, quand elle est sortie prendre une colle dans la cuisine, j'ai ouvert son ordinateur portable resté sur la table. Mon cœur battait comme un enfant pris en faute, sauf que cette fois, la faute n'était pas la mienne. Elle avait laissé une fenêtre ouverte, une plateforme de monétisation, des chiffres, des montants, des virements, des partenariats. J'ai pris des photos, vite, sans trembler. Puis je suis revenu au salon, j'ai replacé l'ordinateur exactement comme il était. Mon métier m'aidait, je sais remettre les choses sans laisser de traces. Le lendemain, j'ai fait mieux. J'ai proposé à Margot mon aide avec un air humble. « Tu as tellement de choses à gérer, les comptes, les partenariats, moi je suis organisée, je peux t'aider si tu veux. » Elle a ri, ravie, flattée. « Maman, tu serais parfaite, tu sais faire sérieux, les marques adorent ça. » Je savais que le moment approchait, la corde dont Antoine avait parlé, celle qui nourrit le monstre. « Il faudrait que tu me donnes une procuration limitée, » ai-je ajouté, comme si c'était pour lui rendre service, juste pour gérer les paiements, comme ça tu te concentres sur la création. Margot a hésité une seconde, puis son avidité a gagné. « Oui, bonne idée, on fera ça. » Elle n'a pas vu que derrière mon sourire docile, je venais de poser la première pierre de sa chute. Et ce soir-là, en rangeant un coussin qu'elle avait déplacé d'1 millimètre, j'ai senti une pensée froide, presque calme s'installer en moi. Je vais redevenir invisible, mais cette fois, ce sera moi qui regarderai. Margot a annoncé la soirée comme on annonce une consécration, avec une excitation qui sentait la poudre. Elle tournait dans l'appartement en parlant à voix haute, déjà en représentation. 1 million, vous vous rendez compte? 1 million de personnes, c'est historique. Elle avait collé sur la porte un panneau ridicule « Live ce soir, ne pas déranger », comme si l'immeuble entier devait s'incliner devant sa gloire. Elle avait commandé des ballons, un gâteau trop sucré, des petites lumières LED qui faisaient de mon salon une scène froide, presque clinique. La chaleur des bougies, elle l'avait remplacée par cette blancheur nette qui ne pardonne rien, sauf l'artifice. Moi, je me tenais à ma place, la place qu'elle m'avait assignée, celle de la mère émue, reconnaissante, un peu dépassée. J'avais mis une blouse en soie claire, choisie exprès, assez élégante pour la caméra, assez sobre pour ne pas ressembler à une provocation. Mes mains semblaient calmes, mais sous la table, mes doigts se fermaient et s'ouvraient comme pour vérifier que je possédais encore mon propre corps. Antoine était venu l'après-midi, brièvement, pas dans l'appartement, jamais. Nous avions rendez-vous dans un café à 2 rues, comme 2 inconnus qui ne doivent se reconnaître. Il m'avait remis une clé USB et un dossier. Il m'avait dit, sans emphase, « Ce soir, elle va vouloir le moment. Donne-le lui, mais pas celui qu'elle attend. » Quand je suis remonté, Margot répétait déjà ces phrases. « Vous avez tous changé ma vie. Sans vous, je ne suis rien. Et puis, je vais lâcher la bombe. » La bombe. Elle l'a dite comme une enfant qui prépare une farce, sans comprendre qu'on peut détruire quelqu'un avec un simple rire. « Une bombe ?» ai-je demandé en jouant l'inquiétude. Margot a souri, les yeux brillants. « Un secret de famille, un truc sur papa, sur toi. Les gens adorent quand c'est sombre. » Elle m'a caressé l'épaule comme on calme un animal avant l'abattoir. « T'inquiète, maman, ça va exploser. Et après, tu verras, on sera encore plus suivi. Tu vas redevenir quelqu'un. » Redevenir quelqu'un, comme si j'avais cessé d'exister. À 21h, elle a lancé le live. Les commentaires ont jailli aussitôt, une pluie de mots, de cœurs, de rires, de demandes. Margot s'est placée face à la caméra principale, le sourire parfait, la voix douce. « Coucou ma team, on est ensemble. Ce soir, c'est un moment énorme. » Elle parlait et l'appartement vibrait d'une présence invisible. 1 million, ce n'est pas une foule, c'est une marée. On la sent même quand on ne la voit pas. Je me suis forcé à respirer lentement, à paraître touché.
Les premières minutes ont été un numéro, remerciements, anecdotes, cadeaux. Margot me faisait intervenir comme on fait entrer un accessoire précieux. « Et voici ma mère, Béatrice, la vraie star. Dites-lui bonjour. » Les commentaires défilaient. « Elle est trop classe. On veut la voir pleurer. Raconte ton histoire. » J'ai souri, j'ai hoché la tête. J'ai joué la femme émue, pas la femme traquée. Puis Margot a baissé la voix, théâtrale. « Bon, maintenant, je vais vous dire quelque chose que personne ne sait. » Elle s'est tournée vers moi comme une prédatrice qui savoure l'instant. « Maman, tu te souviens de ce que tu m'as caché ?» Je l'ai regardée longtemps. Je n'ai pas tremblé. Je me suis contenté de dire doucement « oui ». Elle a eu un petit rire de victoire. « Alors, on en parle ?» Elle a fait signe à son technicien improvisé, un ami derrière l'écran ou peut-être un simple logiciel. Sur la télévision, une vidéo devait démarrer. Je l'ai su au mouvement de sa main, au regard rapide vers l'ordinateur. « Voilà, regardez !» L'écran a clignoté. Et ce n'était pas la vidéo qu'elle avait préparée qui s'est lancée. Ce fut d'abord un plan tremblant, un coulisse brut, sans filtre. Margot dans la cuisine, hors caméra officielle, en train de me parler avec une dureté que son public ne connaissait pas. « Pleure, mais pleure mieux, maman. Tu fais pitié, mais pas assez. » Puis une autre séquence, Margot ajustant le miroir, murmurant « Si elle s'assoit là, on la voit bien, ça fera une miniature parfaite. » Une autre encore, sa voix plus violente, crachant « Ils sont tellement cons, ils payent pour du faux et ils en redemandent. » Un silence a trappé la pièce, un silence épais, presque physique. Sur le live, les commentaires ont changé de rythme. D'abord des points d'interrogation, puis des « c'est une blague », puis des insultes, des cris, des captures d'écran. Margot a pâli, son sourire s'est fendu comme un vernis trop tendu. Elle a cliqué, tapé, juré, rien n'arrêtait la vidéo. « Non, non, non !» Elle s'est levée d'un bond, a tenté de débrancher, de couper, mais l'écran continuait, implacable. Dans le reflet du miroir, je voyais son visage se déformer, non pas de remords, mais de panique, la panique de perdre le contrôle. Elle s'est tournée vers moi, haletante. « Qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai pris une seconde, une seule, pour goûter cette sensation rare, celle d'un mur qui parle enfin. Et j'ai répondu très calmement. J'ai laissé la vérité prendre sa place. Margot tremblait. Pas de honte, pas de chagrin, seulement cette panique blanche de ceux qui voient s'effondrer leur empire. Elle tapait sur son clavier comme on frappe une porte verrouillée. Elle répétait « c'est un bug » à voix haute, pour convaincre la foule et peut-être pour se convaincre elle-même. Sur l'écran, les commentaires défilaient désormais comme une émeute. On lisait « manipulatrice, pauvre mère, appelle la police, on a tout enregistré ». Le monstre qu'elle avait nourri venait de changer de maître. La foule, docile hier, devenait tribunal. Moi, je me suis levé lentement. J'ai pris un verre de vin sur la table. Le geste était volontairement banal, presque élégant, un rituel d'ancienne vie au milieu du chaos numérique. J'ai marché jusqu'au cadre du live, je me suis placé dans la lumière, sans chercher à flatter l'objectif. « Maman, arrête !» a soufflé Margot, la voix cassée. « On peut arranger ça, je vais dire que c'était une mise en scène. » Je l'ai regardée, et j'ai compris qu'elle n'avait toujours pas compris. Pour elle, tout était mis en scène, même l'amour. Je me suis tourné vers la caméra. J'ai entendu mon propre souffle et derrière ce murmure électronique du direct. J'ai senti la présence des murs, mais pour la première fois, je ne la subissais plus. « Bonsoir » ai-je dit. « Je m'appelle Béatrice, et ce que vous venez de voir, ce n'est pas un scandale, c'est ma vie, volée. » Margot a fait un pas vers moi, comme pour me prendre le bras. Je me suis écarté sans violence, juste avec cette fermeté calme qui, dans mon métier, empêche la main de glisser. « Je vais être clair, » ai-je dit. « Dans cet appartement, il y a eu des caméras dissimulées, des captations, des diffusions, dans un lieu privé, dans ma chambre. » Un bruit a jailli de la gorge de Margot, un petit cri étranglé, comme si le mot « chambre » était une accusation impossible à prononcer. « Tu n'oserais pas » ?»« Je n'ose pas, Margot. Je répare. » Je me suis incliné vers la table. J'ai pris une enveloppe. À l'intérieur,
les copies des documents qu'elle m'avait fait signer et d'autres papiers, récents, impeccables, les procurations, les autorisations de gestion, les preuves de flux financiers. Vous voyez, et je dis au live en tenant les feuilles juste assez pour qu'on devine sans tout lire, quand on veut enfermer quelqu'un, on commence souvent par lui faire signer, on lui fait croire que c'est pour simplifier, que c'est pour aider. Margot s'est mise à pleurer soudain, mais je connaissais désormais ses pleurs. Elle pleurait comme on ouvre un robinet en espérant noyer l'incendie. « Je suis ta fille, tu ne peux pas me faire ça !» Cette phrase, elle l'a lancée comme un sort. Et c'est là que j'ai senti la faille la plus profonde, l'enfant en elle qui avait besoin d'une mère et la femme en elle qui avait choisi de m'exploiter. J'ai posé mon verre, très doucement. « Justement, tu es ma fille, et c'est pour ça que je ne te laisserai pas devenir ce que tu es en train de devenir. » Je me suis tourné à nouveau vers la caméra. Aujourd'hui, j'ai repris le contrôle des comptes liés à cette chaîne. Les revenus ont été transférés vers une association qui protège les victimes d'atteintes à la vie privée, pas pour faire la morale, mais pour que l'argent cesse enfin de nourrir la violence. Margot a blêmi. « Tu n'avais pas le droit, c'est mon argent. » Ton argent construit sur ma peau. Elle a levé le téléphone, voulu appeler quelqu'un, puis s'est arrêtée, parce qu'elle a entendu derrière la porte d'entrée un bruit qu'elle ne contrôlait pas. Des pas, plusieurs, mesurés. La sonnette a retenti. Cette fois, pas comme son code à elle, pas 3 coups impatients, un seul, et un silence officiel. Margot a reculé, les yeux écarquillés. Qui sait ? Je me suis avancé vers la porte. J'ai senti étrangement une paix froide glisser en moi, comme quand on retire enfin une vieille couche de vernis jauni. L'air redevient net. J'ai ouvert. 2 policiers se tenaient là, et derrière eux, Antoine, légèrement en retrait, le visage fermé, prêt à ne rien dire de plus que nécessaire. Le monde réel venait d'entrer dans le monde du spectacle. L'un des policiers a parlé, calmement. « Madame Margot, vous êtes invitée à nous suivre. Nous avons reçu un signalement concernant une captation et diffusion dans un lieu privé et éventuelles infractions connexes. » Margot a cherché un appui. Ses yeux se sont posés sur moi, suppliants et furieux à la fois. Un visage d'enfant trahi dans un visage de femme qui a trahi. Le live tournait toujours. Et moi, je suis resté dans le cadre, immobile, comme un mur qui tient. « C'est fini, Margot. » J'ai murmuré, juste pour elle. C'est fini de me regarder sans me voir. Après, tout est allé très vite et très lentement à la fois. Vite, parce que la mécanique administrative ne s'embarrasse pas des sentiments. Convocation, scellé, inventaire des appareils, mots qu'on prononce devant des gens en uniforme. Lentement, parce que l'âme, elle, refuse de suivre le rythme. Elle reste en arrière, dans les pièces, dans les couloirs, dans les angles où l'on a eu peur. Les policiers ont démonté les objets un par un. Le diffuseur de parfum, le cadre décoratif, la petite plante artificielle et même cette grille d'aération que je n'osais plus regarder. À chaque vis dévissée, j'avais la sensation qu'on m'enlevait un éclat de honte incrusté sous la peau. On a trouvé ce que je savais déjà et ce que je ne voulais pourtant pas savoir, des dispositifs minuscules, des cartes mémoire, des connexions, toute une architecture de regard. Margot n'a pas résisté. Elle a tenté de parler, de négocier, de séduire les policiers avec son sourire de caméra. Puis, quand cela n'a pas marché, elle s'est effondrée, comme un décor qu'on replie. En sortant, elle a tourné la tête vers moi. « Tu m'as détruite », a-t-elle soufflé. Je n'ai pas répondu, parce que si je répondais, j'aurais dit « tu t'es détruite », et je ne voulais pas de cette cruauté-là. La justice s'en chargerait. Moi, je voulais seulement récupérer ma respiration. Quand la porte s'est refermée, le silence a été brutal. Puis, petit à petit, il est devenu autre, un silence qui ne surveille plus, un silence qui ne guette pas. Antoine est resté quelques minutes. Il n'a pas joué de héros. Il a juste posé ses yeux sur moi comme on pose une couverture sur quelqu'un qui tremble. « Vous avez été courageuse », a-t-il dit. Je lui ai répondu sans larmes « Non, j'ai été précise ». Il a eu un léger sourire triste. Puis il m'a expliqué ce qui allait venir, la procédure, les auditions.
la possibilité d'une ordonnance d'éloignement, les qualifications pénales possibles, les démarches liées à la protection des données. J'écoutais, mais une part de moi était déjà ailleurs, dans une image plus simple, une image de campagne. Je n'ai pas attendu que tout se termine pour décider. Quelques semaines plus tard, j'ai mis l'appartement en vente. Les murs étaient trop beaux, trop chargés, trop complices malgré eux. Ils avaient été mes refuges, puis mes témoins forcés. Je ne leur en voulais pas, mais je ne pouvais plus y vivre. Le jour de la signature, j'ai porté un tailleur sobre. J'ai parlé peu. Quand l'agent immobilier m'a demandé si j'étais émotive, j'ai répondu « Je suis soulagée ». Je me suis installé dans un petit village, à 1 heure de Lyon, là où les collines coupent le signal comme elles coupent le vent. Une maison basse, des volets bleus, un jardin qui sent la terre humide et le romarin. Ici, on entend les oiseaux sans qu'un micro les transforme en ambiance. Ici, quand on pleure, personne ne zoome. Le dernier carton que j'ai ouvert contenait les cadeaux de Margot, le miroir doré, l'enceinte et cette montre intelligente qu'elle m'avait offerte en disant « pour ta sécurité ». Je les ai posés sur la table comme des preuves muettes. J'ai pris la montre. Elle était légère, presque innocente. J'ai pensé à la tentation, à cette époque où je croyais encore que la modernité était une main tendue. J'ai retiré le bracelet, j'ai éteint l'appareil, j'ai mis le tout dans une boîte en métal, avec une clé. Puis j'ai rangé la boîte au fond d'un placard, pas pour oublier, pour choisir quand me souvenir. Le soir, j'ai ouvert les fenêtres. L'air était froid, propre. J'ai respiré longtemps, sans me presser. Parfois, je pense à Margot, pas comme à une ennemie, comme à une enfant qui a confondu l'amour et l'attention, la tendresse et le public, la reconnaissance et l'argent. Je ne sais pas si elle comprendra, je ne sais même pas si elle me pardonnera, je ne sais même pas si je le souhaite au fond. Mais je sais une chose, je ne suis plus the real Beatrice, je suis Beatrice, et pour la première fois de longtemps, personne ne me regarde. Alors, je peux enfin me voir. Cette histoire ne parle pas seulement de caméras cachées, de réseaux sociaux ou de dérives numériques, elle parle d'une chose bien plus ancienne et bien plus intime, la frontière fragile entre l'amour et la possession. J'ai longtemps cru que protéger, c'était se taire, que comprendre, c'était excuser, que faire confiance à son enfant, c'était fermer les yeux. Mais les murs, eux, savent. Ils savent quand le silence n'est plus un refuge, mais une prison. Ils savent quand l'intimité devient une matière première, quand la vie privée est découpée, montée, vendue, au nom de l'attention. Cette histoire pose une question incommode. À partir de quand l'amour devient-il une dette? À partir de quand aider signifie s'effacer? Elle nous oblige aussi à regarder notre époque sans complaisance. Nous vivons dans un monde où être vu vaut parfois plus qu'être respecté, où l'émotion est monétisée, où l'on confond authenticité et exposition, et où les plus vulnérables, les parents, les enfants, les êtres solitaires, deviennent des contenus sans défense. Mais il y a une autre leçon, plus douce, plus essentielle. Il n'est jamais trop tard pour reprendre sa place, reprendre le contrôle, dire non, nommer la violence, demander de l'aide. La dignité n'a pas d'âge, le courage non plus, et se protéger n'est pas une trahison, c'est parfois un acte d'amour lucide. Aujourd'hui, je vous pose la question, à vous qui écoutez ou lisez cette histoire. Avez-vous déjà eu le sentiment que quelqu'un franchissait une limite tout en prétendant vous aimer? Avez-vous déjà gardé le silence trop longtemps par peur de blesser, de perdre ou de déranger? Et si vous aviez un mur à faire parler, que dirait-il de votre vie? Si cette histoire vous a touché, troublé ou réveillé quelque chose en vous, partagez vos pensées, vos émotions ou votre propre histoire avec nous. Votre vécu compte, votre voix mérite d'être entendue, sans filtre, sans mise en scène, sans regard imposé. Parce qu'ici, ce ne sont pas les murs qui parlent, c'est vous.
stop the doom scroll.